Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8, donc cette semaine avec notre invité Renaud Van Ruymbeck, venu parler autour de son livre sorti récemment qui s'appelle Mémoire d'un juge trop indépendant aux éditions Taillandier. Bonjour Renaud Van Ruymbeck. Bonjour. Donc pour revenir brièvement sur les missions du juge d'instruction dont vous nous parliez hier, je me demande peut-être à tort si quand même dans des cas comme ça, le juge d'instruction c'est une fonction, mais derrière il y a quand même un homme. Est-ce qu'il n'y a pas une manière un peu subjective parfois d'aborder les dossiers, d'orienter les enquêteurs, comme vous disiez, Bien sûr. Puisque l'homme a aussi ses ressentis, son histoire. Bien sûr. Bien sûr que c'est... En plus, je vais vous dire, je vais mettre de l'eau à votre moulin, c'est-à-dire que vous confiez la même affaire à 3 juges d'instruction différents, alors les affaires qui sortent un peu de l'ordinaire, comme celle-là, ces affaires politico-financières, vous n'aurez pas forcément la même sortie, en tout cas pas du tout la même façon de procéder. Voilà. Bon. Ceci dit, les faits sont uniques. Le but, quel que soit le chemin qu'on emprunte, le but c'est d'arriver à comprendre ce qui s'est passé. Et la vérité nous est masquée, systématiquement. Le mensonge l'emporte sur la sincérité. Alors, c'est vrai, quand on a des personnes qui parlent, dans le jargon de ceux qu'on poursuit, ils appellent ça des balances, mais bon, moi j'appelle ça des lanceurs d'alerte, ou alors des gens qui disent voilà ce que j'ai vécu. Des gens honnêtes, qui veulent soulager leur conscience. Voilà, c'est ça, ou en tout cas qui voient qu'ils sont pris un peu les mailles dans le filet, mais il y a un responsable plus important qui se cache derrière lui, qui à un moment donné se dit je vais pas tout assumer tout seul, parce que là je sens que les conséquences risquent d'être très lourdes, parce que on plaisante pas, tout ça peut aboutir devant un tribunal et devant des sanctions financières lourdes, patrimoniales, mais aussi de la prison, ça arrive quelquefois. Donc voilà, pour y arriver, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut d'abord on lit un dossier. Ensuite, tout dépend de l'état d'esprit qu'on a. Moi, je pense qu'il faut toujours être à l'écoute et toujours douter de tout. C'est à partir du moment où on doute de tout, et à commencer par soi-même, qu'on peut commencer véritablement à avancer. Parce que les vérités sont souvent complexes. Il y a plusieurs intervenants, chacun a sa part de vérité. Donc il faut vraiment être à l'écoute de tout le monde, tout en ayant assez vite, peut-être pas au tout début, parce qu'il faut déjà comprendre ce qui se cache derrière les enjeux de ce dossier, parce qu'il y a aussi des fausses pistes parfois qui apparaissent, les premières pistes ne sont pas forcément les bonnes, mais c'est arriver à progresser dans la compréhension et à définir et adopter en permanence une stratégie. La stratégie étant quoi ? Quels sont les faits et qui a commis ces faits ? Et quand je parle de faits, ce sont des faits qui ont une coloration pénale. C'est-à-dire, ça peut être du blanchiment, ça peut être du recel, ça peut être de l'escroquerie, ça peut être de l'abus de confiance, de l'abus de biens sociaux. Sur quelle base on travaille ? Parce que le juge n'enquête pas comme ça, parce que ça lui chante. Il ne fait pas de morale, il n'est pas là pour faire de la morale du tout. Il est là pour voir si un délit a été commis, l'infraction a été commise, et par qui. Voilà. Et donc pour y arriver, plus l'affaire est compliquée, plus il y aura des leurres, plus il y aura des fausses pistes. Donc il faut avancer, mais pas à pas, et surtout vérifier à chaque fois. Parce que le juge d'instruction a des pouvoirs. Il peut faire des perquisitions, il entend les gens, il les convoque, etc. Donc il a des pouvoirs. Les témoins prêtent serment devant lui, sont tenus de lui dire la vérité, même si c'est pas toujours le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a quand même ses pouvoirs. Il peut mettre des écoutes aussi, quand il suspecte quelqu'un ou il suspecte une concertation entre deux personnes suspectes, il peut les
les faire mettre sur écoute, évidemment, puisque c'est pas lui qui les met directement, ce sont toujours les enquêteurs qui agissent en son nom, les policiers ou les gendarmes. Et donc voilà, il doit émettre des hypothèses, vérifier. Et puis, si c'est pas bon, on oublie, c'est que c'est une autre hypothèse. Et je dirais que cette attitude, elle est nécessaire aussi dans les affaires criminelles. Regardez, quand on voit des cold cases aujourd'hui, des affaires où on est passé complètement à côté, si on fait un peu l'analyse, et j'ai eu ce cas avec l'affaire Dickinson que j'ai récupéré au bout d'un an, j'ai pu remettre, ayant un regard neuf, il y avait un an d'enquête, il y avait une instruction à Saint-Malo, c'était le meurtre d'une jeune adolescente anglaise dans l'auberge de Plaine Fougère, et ils avaient arrêté au départ quelqu'un qui passait là à pied, qui faisait 3 km par jour, qui buvait un peu, qui avait un petit passé pas très net, qui a fini par avouer ce qu'il n'avait pas commis au bout de 45 heures de garde à vue, et finalement l'ADN avait montré que c'était pas lui. Voilà. Donc, quand j'hérite de ce dossier, un an plus tard, le dossier est dans l'impasse complète. Ils se sont complètement trompés dès le départ, et surtout les moyens ont été mis sur cette piste-là au départ. Donc, j'ai pu, à ce moment-là, bénéficiant de ce regard neuf, y apporter justement un nouvel éclairage, en n'étant pas lié par ce qui avait été fait. Je dis, on oublie. Il faut surtout oublier ce qui a été fait là, c'est pas là. Vous repartez à zéro. On remet à zéro, on remet les compteurs à zéro, sachant que l'hypothèse au départ n'était pas la bonne. Et vous voyez, à travers cet exemple, c'est tout le travail. En matière financière, c'est exactement pareil. On peut partir dans un sens, parce qu'on nous l'oriente dans un sens, puis tac, mais non, on s'aperçoit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, c'est ce travail-là que je trouvais passionnant, moi. Mais d'un juge à l'autre, les orientations seront différentes ou là, oui, parce que les personnalités, comme vous le disiez dans votre première question justement, les personnalités sont différentes. Le juge ne peut pas faire abstraction de sa propre personnalité, c'est pas possible. Alors, il peut y avoir des juges obtus, il peut y avoir des juges ouverts, il peut y avoir des juges fermés, trop indépendants, d'autres qui sont parfaitement dans le moule, vous avez de tout. Alors, vous avez, vous dites dans votre livre que vous aviez une méfiance vis-à-vis de la magistrature, et pourtant c'est ce que vous avez choisi. Est-ce que c'était en deuxième... C'est pas ce que j'ai choisi. J'ai pas choisi la magistrature, j'ai choisi de travailler pour la justice. C'est pas tout à fait pareil. Ah oui. Oui. Bien sûr, sur le papier, je suis devenu magistrat. Mais servir la justice, c'était un point de passage. Mais le but n'était pas celui-là. Le but, c'était de rendre la justice, ça m'intéressait, la justice. Donc, par contre, tout ce qui est corps de la magistrature, j'ai toujours eu un rejet fondamental. D'abord, je n'aime pas l'esprit de corps. J'essaie d'être libre. C'est pas pour rentrer dans un moule, dans un corps qui va me dire ce que je dois faire. Après, ça aurait pu être aussi une manière, en incorporant, de pouvoir essayer de changer les choses de l'intérieur et à votre niveau, quoi. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 40 ans. Mais j'ai toujours mis une distance avec le corps, avec ma hiérarchie, avec tout ça. On va trop me parler de la hiérarchie parce que là, je me hérisse très vite. Le sujet est sensible. Oui, il est fondamental. Voilà, il est fondamental. En fait, la hiérarchie, personnellement, je n'en avais rien à faire. Voilà, pour être clair. C'est-à-dire, voilà, on me donne des dossiers, je vais les instruire en conscience. Je vais essayer de comprendre ce que va me dire la hiérarchie ou pas me dire d'ailleurs, parce que je ne sais pas trop me dire. Oui, c'est pas le problème. Il m'évalue très bien, je suis dans la fonction publique, c'est normal, je n'y peux rien, c'est comme ça. Mais c'est plutôt quelque chose que je subis, j'y adhère pas fondamentalement, vous voyez, c'est pas ce qui m'intéresse du tout. Voilà. Vous n'avez pas exercé ce métier pour cette raison, quoi.
Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, quand je passe le concours de la magistrature, je ne sais pas, je n'ai jamais vu un juge, je n'ai personne dans ma famille, j'ai un procureur, je ne sais pas ce que c'est. J'y vais vraiment les yeux fermés, quoi. Avec cette idée de justice, quoi. Oui, c'est ça, qu'on a départ. tous, qu'on a tous en nous. Voilà, et puis je vais être confronté très vite à des grandes affaires, voilà. Alors, c'est vrai que vous commencez votre livre par, j'imagine, l'affaire votre baptême du feu, comme vous dites, par l'affaire Boulin. Vous avez 27 ans, vous débutez dans la carrière. Ça aurait pu vous casser dès le départ, en fait. Ça aurait pu... Oui, bien sûr. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Bon, je peux le dire puisque maintenant Oui. on sait la carrière qu'il y a derrière. Donc je ne dis pas que ça aurait dû, mais ça aurait pu. Non, ça aurait pu, bien évidemment. Après, c'est aussi si vous résistez ou si vous arrivez à traverser ce genre d'épreuves, vous pouvez aller après dans le politico-financier. Vous avez le mental qu'il faut. Oui, c'est-à-dire que le mental, il a été mis à l'épreuve tout de suite, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Mais oui, là, cette affaire-là, comme vous dites, j'avais 27 ans, j'étais quand même très jeune, j'avais 2 ans de fonction. On est jeune à 27 ans. Je m'en rends compte aujourd'hui, vous voyez, à l'époque, ça me paraissait normal, mais je me dis 27 ans quand même, c'est très jeune. Et j'étais confronté très vite à la mort d'un ministre. Qui vous a mis en cause, en plus. Qui écrit une lettre posthume qui va être publiée le lendemain de sa mort, et dans lequel je suis traité de juge haineux de la société, de juge ambitieux. Il dénonce la collusion entre un juge. Alors, j'enquêtais sur une affaire de terrain du côté de Saint-Tropez dans laquelle il était impliqué, et je m'apprêtais à le convoquer, mais je ne le connaissais pas, puisqu'il avait acquis dans des conditions discutables, en tout cas contesté à l'époque, un terrain à quelqu'un qu'il qualifie lui-même d'escroc, donc, auquel je m'étais intéressé. Donc, il voit l'instruction progresser, et il se suicide. Donc, on apprend son suicide le 30 octobre, je crois, 30 octobre 79. Et le lendemain, publie une lettre, cette lettre accusatrice. Donc, moi, je vois le ciel me tomber sur la tête. Je découvre sa lettre aux informations de TF1 à 13h, avec ma photo, juge haineux, petit juge haineux, juge ambitieux, enfin, collusion. Alors, il dénonce la collusion, ça n'a juste pas de sens. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a permis de comprendre assez vite, quand même, que tout ça n'était pas sérieux. Mais comment peut-on imaginer qu'un juge, un jeune juge, alors à l'époque, vous savez, on disait les juges rouges, là, vous voyez, ceux qui ne sont pas le couteau entre les dents, on est presque sous les soviets, là, mais voilà, le petit juge rouge, voilà, c'était ça, collusion avec un ministre de droite, assez à droite quand même, Alain Peyrefitte, qui était en concurrence avec Robert Boulin pour devenir un jour Premier ministre, c'est du moins ce qu'on a pu entendre, je ne sais pas si c'est vrai. Donc dans la compétition, Robert Boulin lui reproche d'avoir laissé faire, de s'être allié en fait objectivement, ou même au-delà, j'en sais rien, avec moi. Alors vous imaginez déjà que je puisse m'allier avec le ministre de la Justice. C'était mal vous connaître. C'était mal me connaître, même si j'étais pas un juge rouge, parce que j'ai jamais été un juge rouge non plus, justement, un jeune juge, oui, petit juge, mais qui fait son travail, qui remonte aux vraies responsabilités, qui essaye en tout cas. Et puis, collusion en plus de ces deux personnes, dont moi-même, avec celui qui qualifie d'escroc, Henri Tournet, qui lui a vendu le terrain, qui était quand même son ami, qu'il a longtemps protégé. Bon, donc... voilà, quand je découvre ça, je dis, mais c'est n'importe quoi. Mais quand même, je vais l'après-midi, alors je suis à Caen à l'époque, je vais l'après-midi à mon bureau, je suis effondré. Je m'enferme,
Je dis à ma greffière, vous ne me passez personne, parce que toute la presse parisienne déboulait. Ils arrivaient là, dans le vieux palais, devant le vieux palais de justice de Caen. Et là, je me pose des questions, évidemment. Est-ce que tu n'es pas allé trop loin? Non, parce qu'il s'agit de la mort d'un homme, quand même. Bah oui. Ah oui. Et puis une lettre quand même très, très accusatrice à mon égard. Et il m'en veut, c'est clair. Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire? J'avais fait des investigations, notamment sur ses comptes, pour voir dans quelles conditions il avait acheté ce terrain. Parce qu'on parlait, l'escroc, entre guillemets, son ami, parlait de don du terrain. Bon, c'est pas... Donc il y avait des vérifications que j'ai faites. Voilà. Vous avez fait votre travail, en fait. Oui, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. À l'époque, on est en 79, vous ne pourrez pas me citer une affaire qui soit remontée. Les hommes politiques étaient protégés. De fait, on n'allait pas sur ça. La justice n'allait pas sur ces terrains-là. Donc, c'est mon comportement qui est anormal. Alors, regardez le chemin qui a été parcouru depuis. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans le livre. C'est montrer cette évolution, parce que j'ai traversé toute cette période. Je ne suis pas tout seul, il y a d'autres juges aussi qui se sont trouvés face au pouvoir. Moi, je me suis retrouvé face au pouvoir à plusieurs reprises, et les choses ont quand même beaucoup évolué aujourd'hui. Donc, c'est une période... j'ai connu une période de transition où il fallait sortir de ce Moyen-Âge, en quelque sorte, pour arriver quand même à une justice qui soit un peu plus crédible. C'est-à-dire pas à deux vitesses. Exactement. Alors, je ne dis pas que tout est parfait. Il y a encore, justement, ce que je dis dans le livre aussi, je fais ce constat en essayant de voir quelle trajectoire j'ai suivie, dans quel contexte j'étais, et puis mesurer le chemin parcouru et arriver à dire, bon, est-ce qu'aujourd'hui la situation est satisfaisante ou pas? Est-ce que la justice est libre? Est-ce qu'elle est indépendante? C'est tout ça que j'analyse dans le... Et c'est vrai qu'en ayant choisi les affaires, enfin ces affaires précisément, partir de l'affaire Boulin, années 79, jusqu'à vos dernières affaires, oui. On voit bien quand même qu'il y a eu des changements ou des changements dans les habitudes quand même. Oui, même une évolution considérable. Une évolution, mais tout n'est pas parfait. Non, mais on peut... Non. Vous partiez de loin aussi, hein? Oui, on partait de loin. Je dirais qu'aujourd'hui... la justice et notamment les procureurs qui sont toujours sous la tutelle du garde des Sceaux, donc du pouvoir politique, ça n'a pas changé. Mais de fait, ils ont conquis l'indépendance. Voilà, ils vont instruire les affaires, ils vont enquêter. À une époque, ils étouffaient. Bon, moi, c'est une époque où je vais d'ailleurs me trouver confronté à des procureurs qui ne veulent pas que j'aille plus loin. Donc aujourd'hui, ça a complètement changé, mais tout n'est pas parfait parce que les réformes n'ont pas été faites. C'est une situation de fait qui a évolué. Il y a des grandes réformes. Et moi, ce que je prône dans le dernier chapitre, je dis, mais donner une indépendance totale aux procureurs. Parce que, d'accord, de fait, aujourd'hui, ils ont une grande liberté, mais leur carrière est toujours faite par le garde des Sceaux. Bon, alors, ça va si on a l'esprit libre, mais est-ce que tout le monde l'a? En tout cas, il y a une suspicion. Il y a une suspicion, fondée ou pas, peu importe, mais il y a une suspicion et il y a un discrédit qui s'attache à la justice, parce qu'on pense toujours que. Donc, pour enlever cette suspicion, pour enlever ce discrédit, il y a une seule solution, c'est de couper le cordon définitivement et réformer, faire de grandes réformes pour la justice, des réformes qui n'ont jamais été faites. Bon. Peut-être que ça viendra, hein, parce que ça a bien évolué quand même. Ça a évolué, mais les réformes n'ont pas été faites. Je ne suis pas si optimiste que ça. Demain, vous pouvez avoir un pouvoir autoritaire, peu importe quel qu'il soit, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais s'il y a un pouvoir qui veut reprendre les choses en main, il peut très bien le faire. C'est lui qui nomme les procureurs. Dans les faits, il peut le faire. Il peut le faire, bien sûr, parce que les réformes n'ont pas été faites. Bon, je voulais finir sur une note optimiste. Ah ben, je sais pas si... Oui, non, mais la justice a quand même beaucoup... Non, elle a beaucoup évolué. Regardez aujourd'hui, quand il y a des affaires politico-financières qui sortent, même dans la presse, la justice fait son travail, elle avance. Donc, de fait, je ne pense pas qu'on arrête l'histoire. Voilà, l'histoire, elle est en marche, mais il faut aussi, à un moment donné, faire... Il faut être vigilant quand même. Il faut être vigilant. Tout n'est pas gagné. Bon, eh bien là, ce sera le mot de la fin, la vigilance.
On laisse place à un petit peu de lecture et je vous dis à demain. Renaud Van Ruymbeck, Mémoire d'un juge trop indépendant. L'argent du Parti socialiste. Je découvre ainsi le dossier Urbain, déjà très médiatisé. Pour obtenir la promesse de marché public attribuée par des collectivités locales, les entreprises devaient verser des commissions à un bureau d'études Urbain. C'était un passage obligé. Urbain a des représentants dans la France entière. Il est de notoriété publique lié au Parti socialiste. Un jeune juge d'instruction du Mans, Thierry Jean-Pierre, instruit un dossier visant les activités d'Urbain dans la Sarthe. Le dimanche 7 avril 1991, il perquisitionne les bureaux parisiens d'Urbain. Le pouvoir réagit immédiatement. Les policiers, sur instruction de leur hiérarchie, refusent de l'assister. Dès sa sortie des locaux, un substitut du procureur de Paris vient lui notifier en urgence son dessaisissement, ordonné le jour même par la présidente du tribunal du Mans, Marie-Hélène Tric, à la demande du procureur. Henri Nallet, alors garde des Sceaux, reconnaîtra par la suite avoir donné son approbation à la requête du procureur du Mans, ajoutant « En prenant cette décision juridiquement fondée, je commettais une erreur sur le plan de l'opportunité politique. » Cet acte grave signe la soumission de la hiérarchie judiciaire au pouvoir politique. Cette perquisition provoque un tollé. Georges Kiechmann, ministre délégué auprès du garde des Sceaux, va jusqu'à dénoncer un cambriolage judiciaire. C'est ce dossier, jusqu'alors instruit au Mans, qui est transféré à la cour d'appel de Rennes et qui m'échoit. Je vais ainsi être à nouveau confronté au pouvoir, cette fois-ci frontalement. L'affaire Robert Boulin mettait en cause un ministre ayant agi à titre personnel. L'affaire Urbain, elle, met en cause un parti politique. Et qui plus est, le parti au pouvoir, dont le premier secrétaire, François Mitterrand, est devenu président de la République. Je pressens que l'exercice est périlleux. Mais désormais, je ne suis pas seul. Je fais partie d'une chambre composée de 3 magistrats. Si je suis chargé de mener les investigations, je tiens à informer mes 2 collègues au fur et à mesure de la progression de l'enquête et les décisions importantes sont prises collégialement. La chambre constitue ainsi un rempart. Le dossier Urbain est bien construit. Thierry Jean-Pierre, qui a fait un excellent travail, a été injustement attaqué. Je l'appelle aussitôt et propose de le rencontrer. Il accepte. Je découvre une personnalité chaleureuse, dotée d'une vive intelligence. Il me fait part de sa satisfaction de me savoir chargé de ce dossier et je sens qu'il n'éprouve à mon égard aucun ressentiment. L'échange est amical. J'écoute longuement son récit. Il m'explique qu'il a détecté l'existence de 2 réseaux proches du Parti socialiste dans le département de la Sarthe. Le réseau Urbain, lié à la direction nationale du Parti socialiste, et un réseau parallèle, la Sagesse, dirigé par Michel Rett, qui regroupe les courants dissidents du Parti socialiste. Il me fait part aussi de l'existence d'un bureau d'études nommé BLÉ, Bretagne, Loire, Équipement, qui dépend d'une structure nationale liée au Parti communiste, le groupe GIFCO. GIFCO serait l'alter ego d'Urbain. Je questionne mon collègue sur le fonctionnement d'Urbain. Il m'explique qu'elle prélève 2 à 3% sur les marchés publics sous forme de commissions versées par des entreprises attributaires. Ces recettes sont partagées en 3. 40% couvrent les frais de fonctionnement d'Urbain, personnels et locaux. 30% bénéficient aux fédérations locales ou départementales socialistes. Et 30% alimentent la trésorerie nationale du parti. En revanche, la Sagesse traite directement avec les élus locaux. À l'évidence, l'affaire dépasse largement le cadre étroit de la Sarthe, puisque Urbain finance le parti. C'est un réseau organisé et centralisé. C'est au vu de ce constat que s'impose peu à peu l'idée de perquisition à la Sagesse, mais aussi et surtout
dans les bureaux de la trésorerie nationale du Parti socialiste rue de Solferino à Paris. Or, le trésorier n'est autre qu'Henri Emmanuelli, député des Landes et ancien secrétaire d'État au budget. Bien sûr, j'ai conscience de la difficulté de la tâche puisque jamais aucun juge d'instruction n'a jusqu'alors perquisitionné le siège d'un parti politique. A fortiori, le parti du ministre de la Justice, supérieur hiérarchique du procureur général de Rennes qui suit le dossier. C'est ainsi qu'avec l'aval de la Chambre, je pars pour Paris le 14 janvier 1992, accompagné de ma greffière et des enquêteurs. Il me faut maintenir le secret de l'opération. Je ne peux révéler aux policiers l'objet de la mission, car leur hiérarchie et le ministre de l'Intérieur en seraient sur le champ alertés. C'est prendre le risque que le parti soit prévenu. Je dispose d'un atout. Le commissaire Ménez, qui dirige la police judiciaire de Rennes, est un grand policier. Je l'informe de mon déplacement en ces termes. J'ai des perquisitions à faire à Paris et j'ai besoin de plusieurs enquêteurs. Je ne peux pas vous en dire l'objet, mais sachez qu'elles sont importantes. D'accord, me répond-il. Simplement, prévenez-moi juste avant que mes policiers ne débarquent quelque part que je n'ai pas l'air d'un... Peu de commissaires de police auraient accepté de telles conditions. Mais il est vrai que notre relation était empreinte d'une grande confiance. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.